Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'intégration des enjeux de développement durable dans les marchés de prestations intellectuelles. Aujourd'hui, on a voulu réaliser ce webinaire sur l'intégration de développement durable dans les marchés de prestations intellectuelles parce que c'est un sujet qui revenait de plus en plus au sein de la communauté des adhérents. Beaucoup de questionnements, d'interrogations autour de ces marchés de prestations intellectuelles. Donc, on a choisi de défricher un petit peu ce sujet. Et donc, pour vous présenter un petit peu plus en détail le déroulé de ce webinaire, donc on va avoir une petite partie théorique d'une petite demi-heure où Patricia va vous rappeler le cadre réglementaire et méthodologique autour de l'intégration de développement durable dans les marchés de prestations intellectuelles. On vous présentera aussi un petit exemple sur un marché sur lequel on avait été questionné au sein de Reseco. Et puis après, on va faire la part belle au retour d'expérience de 4 collectivités. Voilà, des retours assez édifiants et riches en bonnes pratiques. Donc avec Agnès Manégé, excusez-moi si j'écorche le nom, du département d'Ille-et-Vilaine, qui je crois est accompagné d'un de ses collègues, monsieur L. Ambry. Un retour d'expérience de Brocéliande Communauté avec Arnaud Tani, de la ville d'Orient également avec Adeline Pilvin, et puis de Brest Métropole et la ville de Brest avec Guillaume Poisson. Donc voilà, je vois que certains participants arrivent encore, mais on va pouvoir commencer. Et je passe la parole à Patricia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier temps va être plutôt dans une phase de recontextualisation de l'environnement en jeu durable et prestations intellectuelles, avec un zoom sur le cadre réglementaire et plus particulièrement sur la loi climat et résilience qui vous demandera au plus tard au 21 août 2026 d'intégrer une clause et un critère environnemental dans vos marchés. Les clauses pouvant se décliner soit sous forme de spécifications techniques, soit sous forme de conditions d'exécution. Le tout accolé forcément d'un critère d'attribution environnementale. En fin de webinaire, dans les jours à venir, on vous adressera le support de présentation, support sur lesquels les différents liens sont actifs. Donc, vous aurez un lien vers la nouvelle fiche qui a été mise à jour par la DAJ sur cette thématique et qui précise effectivement les modalités de mise en œuvre de la loi climat à août 2026. Forcément, l'obligation s'applique à tous les marchés, donc forcément aux marchés autour des prestations intellectuelles. Et effectivement, Solène le disait, c'est une question qui revient régulièrement au sein de la communauté. Voilà sur le premier zoom réglementaire obligatoire à 2026. Les autres éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans votre démarche de réflexion globale d'intégration touchent les différents cadres réglementaires auxquels vous avez accès. Je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît, Solène, pardon. Merci. Puisqu'effectivement, en fonction de la famille d'achat sur laquelle vous souhaitez ou vous envisagez de travailler votre prestation intellectuelle, vous pouvez vous appuyer sur l'une ou l'autre des différentes lois qui sont présentées ici. Vous avez des lois qu'on présente souvent comme étant des lois transverses. Je viens de citer climat et résilience avec cette obligation à août 2026. Pour autant, climat et résilience, dans son article 39, a également un prisme sur la famille bâtimentaire avec l'obligation d'intégrer au minimum 25% de matériaux biosourcés ou bas carbone dans les rénovations lourdes ou dans les constructions. Donc, c'est comment s'inspirer aussi et utiliser les cadres réglementaires que vous avez à votre disposition pour pouvoir teinter en enjeu durable votre prestation intellectuelle. Et vous avez des réglementations un peu plus spécifiques, réglementations sur le numérique avec la loi Rennes, la RE 2020, là encore sur la partie bâtimentaire.
Concernant toujours le cadre réglementaire, mais on est persuadé qu'on ne vous apprend rien, sur la slide suivante, vous avez bien évidemment la possibilité de vous appuyer sur les cahiers des clauses administratives générales, les CCAG. Ils ont été revus, remis à jour en 2021, accessibles sur le site toujours de la DAJ. Le lien est actif dans le support. Un zoom plus particulier sur le CCAG prestations intellectuelles. Deux articles que je vais présenter rapidement qui ne sont pas évoqués, c'est l'article 6 qui concerne la protection de la main-d'œuvre et les conditions de travail. Ça renvoie souvent aux règles de l'Organisation internationale du travail. L'article 7 également qui évoque la protection de l'environnement, la sécurité et la santé. Pour autant, deux autres articles nous semblent importants. On va zoomer un peu plus dessus. L'article 16.1 concernant les clauses d'insertion sociale et le 16.2 concernant les clauses environnementales. Sur l'article concernant l'intégration de clauses sociales, il est extrêmement détaillé. Vous avez plusieurs chapitres en interne qui reprennent séparément les publics qui sont éligibles à la clause sociale, les modalités d'exécution, les modalités de suivi, les bilans. Donc c'est quelque chose qui est assez formalisé et détaillé. Pour autant, on le redit à chaque fois, sur la quasi-totalité, voire la totalité de vos territoires, vous avez en face de vous des experts qui sont les facilitateurs de la clause sociale, qui, au-delà de la partie rédaction des pièces de marché, maîtrisent parfaitement l'environnement socio-professionnel, qui connaissent les structures d'insertion, qui connaissent les caractéristiques des publics et qui sont donc forcément des éléments et des atouts précieux pour vous accompagner dans cette intégration au sein de vos marchés de prestations intellectuelles. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos facilitateurs sur les territoires si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas identifié votre interlocuteur. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous transmettra les coordonnées dans les meilleurs délais. Voilà sur la partie clause sociale. Concernant l'autre article du CCAG, prestations intellectuelles, il est un peu moins fourni concernant les clauses environnementales. Ça reste quelque chose de très généraliste. Pour autant, un certain nombre de commentaires sont relevés, pointés dans ce CCAG, commentaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer là encore pour intégrer du développement durable dans vos marchés de prestations intellectuelles, que ce soit les prélèvements à la source, que ce soit la prévention des déchets, les économies d'énergie, le recours à des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation, des produits les plus sains possibles, la biodiversité, j'en passe et des meilleurs, et tous ces éléments seront illustrés par nos témoins qui vont suivre. Un autre élément que le CCAG met en avant, c'est que toutes ces questions-là autour des thématiques environnementales, vous pouvez vous les poser et vous questionner sur toutes les étapes du cycle de vie. C'est un support qu'on présente régulièrement et effectivement, en fonction de l'objet même de votre prestation intellectuelle, il vous semblera peut-être incongru de vous questionner sur la partie transport ou sur la partie acquisition, mais par contre plus pertinent d'axer sur la phase usage et maintenance. Voilà, l'idée c'est de garder, de vérifier les enjeux et de savoir à quelle étape du cycle de vie de votre marché ils ont le plus d'impact et sur lesquels vous pouvez travailler de manière la plus efficace. Et puis un autre élément aussi qui a souvent été évoqué, qui est souvent présenté sur la thématique des prestations intellectuelles, avec cette distinction entre l'objet du marché, le quoi et les conditions d'exécution. Les deux éléments sont importants. L'objet du marché, il est important puisque la prestation intellectuelle en elle-même, en fonction de la thématique sur laquelle vous allez faire travailler votre opérateur, elle n'aura pas un impact fort directement. Par contre, la production de cette prestation intellectuelle et les suites qui seront données à cette prestation intellectuelle, eux, auront un impact fort.
Donc effectivement, plus dès le démarrage de la réflexion, vous incitez votre opérateur à aller questionner ce que j'ai déjà évoqué au préalable, une démarche d'éco-conception, la prise en compte de la qualité de l'air intérieur, la dimension santé environnementale, la durabilité, plus le déroulé de votre achat gardera ces aspects vertueux. Sur la partie plutôt dimension sociale, effectivement, on va plutôt s'attacher aux conditions d'exécution, donc la phase aussi bien égalité femmes-hommes que les thématiques autour des clauses sociales. Et puis d'autres leviers que vous pouvez activer qui sont peut-être plus de l'ordre du secondaire. C'est tout ce qui concerne les déplacements de votre opérateur, les modalités de réunion et de rencontre, et puis tout ce qui concerne les livrables autour de l'impact du numérique. Mais effectivement, les deux éléments piliers à intégrer ou en tout cas à questionner dans votre démarche concernent bien l'objet du marché et l'exécution, entre autres, sur la dimension sociale. Voici pour moi, je laisse Solène. Je reprends la main. Pour clôturer cette première partie théorique, on voulait vous montrer un exemple d'un marché sur lequel on a été questionné dans le cadre d'une intervention auprès d'une collectivité en Centre-Val de Loire. Sur une étude pour un accompagnement pour la mise en place d'un plan de formation pour les agents. Alors, on vous avoue que quand on a eu ce sujet, on ne savait pas trop par où commencer. On y a passé quelques temps et du coup, on voulait illustrer voilà, cette intégration de développement durable dans les marchés de prestations intellectuelles avec cet exercice de la fleur de l'achat durable que certains d'entre vous ont peut-être déjà fait lors d'interventions de Réséco auprès de vos services. Mais donc, on a l'habitude d'utiliser cet outil pour identifier tous les enjeux de développement durable qui pourraient être associés au marché à chaque étape du cycle de vie, pour le coup ici de la prestation. Donc, on a été très exhaustif dans nos idées. Voilà, c'est pas des préconisations qui sont forcément les plus pertinentes et les plus réalistes surtout. Mais voilà, on a essayé d'imaginer tous les aspects sur lesquels on pourrait intégrer du développement durable à travers ce marché. Et donc, l'idée ici, c'est peut-être pas de rebalayer tous les enjeux qu'on a identifiés, mais si on regarde, par exemple, au niveau de la filière d'approvisionnement, donc là, sur un marché de prestations intellectuelles, on est plutôt sur de la matière grise, si on peut appeler ça comme ça. On a identifié éventuellement une possibilité de tester les prestataires sur leur sensibilité ou la sensibilité de leurs consultants au développement durable et également de les questionner sur leur expérience potentiellement en lien avec le développement durable. Donc toujours là pour faire le pont avec l'objet du marché, le quoi plus que le comment. Dans la partie mode de fabrication, ce qui nous a semblé le plus important, c'était que le prestataire se questionne sur l'éco-conception du plan de formation. Se questionner, par exemple, autour de l'accessibilité des contenus pour les déficients visuels et auditifs. Euh, on préconise également de questionner les futurs formateurs autour de l'accessibilité des salles aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Voilà, plein de sujets comme ça qui peuvent enrichir la prestation sur des enjeux de développement durable. Après, on a aussi identifié des manières d'intégrer du développement durable qui sont plus liées à la mise en œuvre du marché, donc le comment qu'expliquait Patricia, notamment avec la partie distribution, privilégier les livrables numériques, optimiser les déplacements si réunion en présentiel, etc. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple qui vous permet. Alors, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît. C'est un exemple voilà, qui nous a permis de nous questionner sur beaucoup de sujets et qui peut illustrer d'une certaine manière comment on pourrait intégrer du développement durable dans un marché de ce type. Et encore une fois, voilà, c'est des préconisations, on pioche ce qu'on a envie, ce qui nous semble le plus pertinent euh, après avoir réalisé cet exercice. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Patricia.
Effectivement, l'idée de la démarche de la fleur, c'est de se déconnecter au maximum de vos réalités de territoire dans un premier temps pour aller chercher tous les leviers sur lesquels vous pourriez, dans un monde magique et merveilleux, vous appuyer pour intégrer du développement durable dans vos prestations intellectuelles. Après cet exercice, il va se concrétiser, il va s'affiner en vous appuyant sur une phase de sourcing, mais comme pour n'importe quel marché et pas seulement pour les prestations intellectuelles. L'objectif, c'est d'aller vérifier la maturité de vos opérateurs, la capacité de vos opérateurs à s'engager sur ce type de réflexion. Mais voilà, dans cette idée de se dire, on ouvre, on écrit, on pose sur le papier tout ce qu'on aimerait ou tout ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre en œuvre, et puis après, on revient à un principe de réalité liés à vos territoires et aux opérateurs avec lesquels vous pourriez collaborer. Mais voilà, pas plus de commentaires. Du coup, je vois qu'on est un petit peu en avance par rapport au timing qu'on s'était fixé. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette partie un peu plus descendante, n'hésitez pas à prendre la parole. Là, on peut y accorder 5 petites minutes. Et puis sinon, on va passer au retour d'expérience. Je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à lever la main et prendre la parole si vous le souhaitez. Sinon, mettre vos questions dans le chat. Oui, Emmanuel? Oui, c'était plus pour une diapo, une des premières diapos que vous avez présentées. Désolée, j'étais un peu en retard. Sur le cadre réglementaire, l'obligation d'avoir des clauses environnementales au 22 août 2026, c'est pour tous les marchés confondus ou c'est pour un type de marché? Non, c'est pour l'ensemble des marchés. La loi climat et résilience demandera à l'ensemble des entités publiques soumises au Code de la commande publique au plus tard à août 2026 d'intégrer ce que je disais, une clause environnementale, donc soit sous forme de spécification technique, soit sous forme de conditions d'exécution et un critère d'attribution. Mais pour l'ensemble des marchés, à aujourd'hui 2026, c'est demain presque, mais il peut se passer des choses. Mais en tout cas, en l'état actuel, c'est le cadre dans lequel on évolue d'un point de vue réglementaire. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, Marc? Oui, je rebondis par rapport justement à cet élément-là. Je me pose souvent la question, donc là, le cadre réglementaire pour la clause environnementale parle soit des spécifications techniques, soit des conditions d'exécution. Mais est-ce qu'il prend en compte également l'objet du marché? Lorsqu'en fait l'objet du marché lui-même a une dimension forte au niveau environnemental, est-ce que ça remplit la condition de la loi climat et résilience? Je ne sais pas si je suis clair. Alors, de mémoire, après avoir lu un petit peu en transverse, j'avoue quand même, mais la fiche de la DAJ, le fait que ce soit indiqué en objet ne rentre pas dans les critères de climat et résilience. Il faut bien qu'il y ait une spécification technique et une condition d'exécution de ce que j'en ai lu, mais on peut continuer à échanger dans les mois à venir sur cette thématique. D'accord, merci. Je vous en prie. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au premier retour d'expérience. Donc un retour d'expérience du département d'Ille-et-Vilaine par Agnès Lisman-Égé. Alors, tu as ton micro coupé, Agnès. Oui, bonjour à tous. Et pour passer à la première slide, et c'est Michael qui va commencer la présentation. Alors là, on voulait vous présenter des éléments de contexte, du coup. Donc notre équipe close, elle est en place depuis 2014.
avec un ancien spazer, donc c'est un chaman des achats responsables, hein, du coup, où auparavant il y avait quelques marchés qui étaient exclusivement closés, alors que maintenant on a un nouveau spazer où tout est closé a priori, hormis les fournitures, même si on peut se poser des questions également, hein, sur les marchés des fournitures. Juste pour faire un petit topo sur les prestations intellectuelles, depuis 2014, on est environ à 16 206 heures de posées. Donc ce qui paraît beaucoup et peu à la fois, mais ce qui est déjà une belle démarche, hein, pour le département du coup. On peut passer du coup à la slide suivante. Là, ce qu'on a proposé avec Agnès, là, c'était pour vous présenter les marchés en cours, par rapport à l'insertion et aux prestations intellectuelles, en expliquant que à l'heure actuelle, on va dire la quasi-totalité des marchés sur les prestations intellectuelles sont portés par notre service. Donc là, on vous aide à lister. Donc par exemple, il y a les MAS, donc c'est les mesures d'accompagnement social personnalisé, on a 200 heures. Et la plupart des marchés, c'est beaucoup sur l'administratif. Et moi, je ferai un focus plutôt sur un marché des géomètres, donc par la suite. Et on peut voir par exemple qu'en route vers le permis, hein, on avait un objectif de 105 heures. Ils en ont fait 315 et la finalité de ce marché, c'est que la personne a été prise en CDD par la suite. Donc on peut voir que, quel que soit le marché, on peut dire que c'est quand même un critère de vivier, enfin c'est un vivier de recrutement du coup, pour les structures, et c'est au bénéfice du coup de la structure et du bénéficiaire. Donc après, vous voyez, on a des marchés sur les bénéficiaires du RSA, hein, cible cœur du département. Donc quand je mets en cours, c'est-à-dire que les heures je suis en cours soit elles sont en cours, enfin je veux dire, elles sont en cours d'actualisation. Donc j'ai pas encore eu les données pour aujourd'hui en fait. Mais on sait très bien que les heures seront faites ou voire même dépassées, hein. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, effectivement, l'objectif de notre spazer, donc le schéma des achats responsables, c'est de développer, on va dire, les marchés des prestations intellectuelles sur d'autres structures et d'autres pôles. Et donc là, on peut voir que les grands travaux donc, du département, hein, c'est tout ce qui est les ponts, les grands ouvrages d'art. Il y a eu des marchés qui ont été posés. Et donc on peut voir, c'est sur l'étude des géomètres. L'étude d'impact, c'est en lien avec les géomètres, parce qu'en fait le géomètre, lui, il va, on va dire, cartographier, on va dire, un secteur, et l'impact va valider ou pas le choix des géomètres. Et ensuite, bon, on a un autre marché, hein, c'est sur l'étude d'aménagement des fonciers. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a fixé les 160 heures par lot, je vais vous prendre un exemple, hein, en fait, on a 2 lots. Le lot 1 se situe sur Mirlou, hein, donc c'est à côté de Saint-Malo, hein, pour synthétiser les choses. Ça a un marché à peu près à 1 million d'euros. Donc c'est un beau montant, mais on va dire que c'est pas forcément parce que c'est un gros montant que ça va faire beaucoup d'heures. Pourquoi? Parce que la technique employée là-bas, c'est un avion au départ qui va cartographier, on va dire, le secteur. Et par la suite, donc il y a des images qui vont être prises, hein, et il y a une discussion qui s'est engagée entre le service et puis la structure, du coup, pour savoir comment, on pouvait, faire des heures d'insertion, hein, parce que les cabinets n'étaient pas contre, hein, bien au contraire, hein. Et le technicien du département en lien avec nous et l'entreprise, on a ciblé vraiment des missions, liées au bornage. Ce qui paraît, on va dire, le plus «simple» entre guillemets par rapport à cette prestation. Donc en fait, ils ont estimé à peu près un nombre d'heures, un nombre de «bornes» entre guillemets, hein, et c'est comme ça du coup qu'on a pu calculer, au «réel» entre guillemets le nombre d'heures, et donc c'est un marché de 5 ans. Et donc là, on a fait 160, enfin voilà, l'objectif c'est de faire 160 heures, hein, du coup. Et à l'heure actuelle, les heures ne sont pas encore faites, hein, généralement, donc elles vont être faites vraiment en fin de marché, en fin de compte. Et lié à ce marché d'études de géomètres, il y a une étude d'impact sur la qualité de l'eau et autres, hein, donc c'est un inventaire, hein, du coup. Donc là, pareil, hein, ce sera des personnes qui vont aller sur le terrain. Et il y aura leur mission, ce sera ensuite de la saisie et de l'édition de documents, en fait. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais très rapidement, hein, l'objectif, c'est de développer les marchés des prestations intellectuelles, hein, parce que c'est vrai qu'on en a très peu,
hormis ceux de notre service, en fait. Donc, pour pouvoir développer ces marchés, là, avec Agnès, on est en train de rencontrer les différents services et pôles, et les rédacteurs, parce qu'au sein de nos départements, les rédacteurs sont un peu disséminés dans plusieurs pôles. Donc là, on est en train de faire notre bâton de pèlerin, entre guillemets, pour expliquer le spazer, notre relation, comment on calcule les heures. Et donc c'est multiplié, juste après, du coup, là aussi, on essaie de multiplier, on a pas mal de marchés sur les études. Pistes cyclables, vélo-route. Donc là, on a une réunion mardi, pareil, pour intégrer des heures d'insertion sur les marchés d'études, parce qu'on avait très très peu. Je fais écho aussi à un marché sur la formation des achats responsables. Il y a eu des heures de posée également. Donc ça n'a pas posé de soucis, bien au contraire, la structure est très volontariste également. À titre d'exemple, la structure, ils font des attestations de formation, envoi de mailing, voilà les tâches qui ont été identifiées. Mais pour développer ces heures, il y a également des points d'alerte. Pourquoi ? Parce que la taille des structures peut pas forcément être adéquate pour mettre des heures d'insertion. Pourquoi je vous dis ça ? On a eu également des études sur la faune et la flore. Et la personne qui s'occupait de ces marchés nous expliquait que les cabinets qui répondaient, c'était beaucoup des auto-entrepreneurs. Ce qui pouvait du coup les mettre en difficulté pour recruter quelqu'un. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut faire très attention par rapport à la taille des structures. Et nous en amont, on fait un sourcing auprès des différentes entreprises qui peuvent, ou cabinets, qui peuvent répondre à ce marché, pour savoir si oui ou non ça peut être plus ou moins rédhibitoire de mettre en place des heures d'insertion. La difficulté également, c'est entre la différence entre le lieu du marché et l'attributaire. Là, je m'explique. C'est vrai qu'on essaye au maximum d'avoir des bénéficiaires de l'Ille-et-Vilaine pour faire ces heures d'insertion, mais parfois les cabinets, ils peuvent être nationaux. Donc se pose la question après, du coup, de trouver quelqu'un dans le 35 ou pas. Donc là aussi, ça peut être plus ou moins compliqué, entre guillemets. Donc il y a toujours un échange entre le service et puis la structure. Et par rapport à tout ce que je vous dis, la taille de la structure, la différence des lieux entre le milieu de marché et tributaire, il peut y avoir des risques de marché infructueux en fait. On vous a donné un exemple, là, il y a un service qui nous a demandé de mettre des heures, enfin on a réfléchi pour mettre des heures d'insertion sur des cabinets de conseil lorsqu'il y a des difficultés au sein d'une équipe. On a fait du sourcing, donc ma collègue Agnès a contacté différents cabinets et apparemment c'était plutôt négatif le retour de ces heures. Donc on s'est dit, bon, là on ne met pas d'heures, on va plutôt privilégier d'autres critères. Parce que le but, c'est pas mettre des heures alors que personne ne va répondre. Sinon, c'est un mauvais calcul. C'est pour ça qu'on essaye toujours en amont de nous faire un sourcing auprès des différents services. Et on est parti du coup sur des considérations sociales. Voilà, tout à fait. Plutôt que des clauses. C'est-à-dire qu'on propose aux entreprises de nous indiquer est-ce que vous pouvez mettre en place des heures et combien, ou est-ce que vous pouvez accueillir une personne en immersion facilitée, ou est-ce que vous avez une mesure à proposer sur l'égalité homme-femme. Voilà, on va plutôt chercher à inciter à lancer la démarche voilà, quand il s'agit d'un cadre plus délicat. Je te laisse reprendre. Ouais. Alors ça, c'est moi qui prends la main. Je laisse Agnès. C'est celle d'après. Merci. Du coup, comme mon collègue vous le disait, la majorité de nos marchés à prestations intellectuelles, ce sont les dispositifs départementaux. Donc, dans les marchés de prestations intellectuelles pour nos collègues, très peu mettaient en place des clauses. Donc, on innove aujourd'hui et on y va progressivement avec chaque service. Et donc, on a cet outil de suivi avec le spazer et notamment un comité achat qui a été mis en place. C'est-à-dire que c'est une instance qui permet aux services de venir expliquer la démarche, la recherche qu'ils ont pu faire sur des clauses environnementales, des clauses sociales, par rapport à leur marché. Donc, ce qui est présenté dans ce comité achat avec
un rythme d'un par mois, sont des marchés qui ont été sélectionnés pour être assez diversifiés au niveau du département et toucher tout type de segment d'achat. Donc sur les prestations intellectuelles, effectivement, j'ai choisi de vous présenter là un marché qui touche à l'informatique. Donc on peut se dire d'emblée, ça semble compliqué. Comment intégrer des clauses dans ce type de marché. Alors, on avait un ancien marché où vous pouvez le voir, on rentre dans de la technicité, développement de logiciels, développement web, aide à la décision, gestion de projet, les systèmes d'information géographique. Donc, ce qui semble nécessiter une grande technique, des compétences très, très pointues. Et évidemment, il n'y avait pas de clause sur ce marché. Alors, les contraintes de ce marché, c'est qu'on est sur un marché à bon de commande, on ne sait jamais, enfin en tout cas on ne peut pas savoir dans l'année ce qu'on va commander, quels seront les besoins en termes de développement de logiciels ou en termes de prestations suite à des difficultés. Voilà, c'est vraiment au ticket pour certains lots. Pour d'autres, on peut quand même, le service connaît les besoins et peut quand même se projeter sur une enveloppe qui peut correspondre, on va dire, aux dépenses des années antérieures. Puisque là, le marché, vous voyez, il était sur un mini-maxi parfois pour un même lot de 100 000 à 2 millions, parce qu'on peut difficilement se projeter sur les années à venir. Néanmoins, en se fixant sur les dépenses antérieures, on a pu quand même mettre en place des heures, alors en s'appuyant bien sûr sur les techniciens, en ayant des explications très clair sur chaque lot et à savoir quelles tâches pouvaient être closables. Et malgré le fait que les services pouvaient être réfractaires, de peur de ne pas avoir de réponse et d'avoir des marchés infructueux. C'est vrai que on se dit d'emblée, est-ce que des structures ne vont pas déposer leur proposition du fait de ces heures. Donc on a imaginé, alors vous pouvez passer à la slide d'après, on a imaginé plusieurs scénarios. Donc, il y a eu dans un premier temps, comme vous faisiez sans doute tous, au-delà du lien avec les services techniques, un sourcing avec les anciens titulaires. Alors, sur les grosses entreprises type Orange, ces entreprises-là ont déjà en fait des services dédiés à la mise en place de clauses environnementales et sociales. Donc, font déjà ce travail. La difficulté est plus pour des plus petites structures ou alors pour une entreprise qui délivre un logiciel et qui en fait la maintenance et qui peut être beaucoup plus petite. Alors, on a fait une première proposition avec un seuil minimum de 105 heures par lot et par an, ce qui nous donnait quand même un total de 2100 heures pour le total du marché. Mais cette proposition n'était pas en lien avec les montants qui pouvaient être engagés. On était à minima sur un montant, mais qui ne suivait pas, on va dire, la courbe des dépenses. Donc, on a retravaillé le sujet en imaginant du coup des paliers en fonction des dépenses de l'ancien marché, de la technicité, la faisabilité des heures. Donc, si vous pouvez passer à l'étape. Voilà. Donc, sur 4 premiers lots, vous voyez, on est passé par tranche. 140 heures pour une tranche de 0 à 500 000 euros. Au-delà, 70 heures de plus quand on atteignait un palier de 100 000 euros supplémentaires, en expliquant que si les heures n'étaient pas faites sur un palier, elles étaient reportables, mais avec une exigence de bilan et donc un suivi quand même avec nous sur ces heures. Et puis du coup, une exigence qui est assez nouvelle pour ces entreprises vis-à-vis de ces marchés. Et puis, sur un lot un petit peu à part, qui est sur un système spécifique, donc un lot isolé, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement quand vous réfléchissez à l'allotissement, d'essayer d'affiner au mieux pour que les clauses, le nombre d'heures soit le plus juste possible. Et donc là, on est passé à 140 heures sur 4 années, puisqu'on avait une dépense prévisionnelle qui était assez claire, donc qui nous a permis de fixer un nombre d'heures sans palier. On a quand même aussi fixé des pénalités, des clauses de réexamen possibles, c'est-à-dire qu'en l'absence d'atteinte au moment des paliers de ces heures d'insertion,
des pénalités seraient appliquées. Et puis, en cas d'évolution du dispositif d'insertion, plus ou moins réussi, j'allais dire, l'objectif, c'était aussi de se dire, voilà, est-ce que nos objectifs étaient atteignables, raisonnables? Est-ce que l'entreprise a joué le jeu aussi pour réaliser ces heures? Et du coup, voilà, ces bilans intermédiaires nous permettront de faire le point régulièrement avec les entreprises. Donc, l'estimation des heures closées en lien avec les dépenses des anciens marchés nous donne 2800 heures. Donc, c'est ce qu'on attend en tout cas de nos entreprises. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai pas fait de partie, peut-être que ça peut intéresser quand même aussi, j'ai pas fait de partie sur ce qui concerne les clauses environnementales. Mais des clauses techniques d'éco-conception et d'accessibilité ont été mises en place également dans le cadre de ce marché. Donc, clause d'accessibilité, c'est par exemple, comme disait la collègue tout à l'heure, mais qu'à l'écran, ce soit lisible pour une personne voilà, qui a des difficultés, que ce soit écrit plus gros, par exemple. Le service va pouvoir se rattacher aussi éventuellement au référentiel général de l'éco-conception des services numériques. Donc ça, c'est un outil de l'État qui permet d'attribuer des notes. Alors, on n'a pas creusé ce sujet parce que c'est notre partie, c'est l'insertion, mais on peut aussi avoir cette exigence-là auprès de l'entreprise de nous donner le point total suite à son autodiagnostic en matière de référentiel général et de voir de quelle manière elle s'est engagée dans la démarche, avec des questions très simples, hein, le cycle de vie de leurs produits, ce qui peut concerner l'open source, est-ce que c'est accessible à tous? Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont vraiment pertinentes et qui permettent aussi d'avoir cette démarche de clause environnementale. Merci Je ne beaucoup. sais pas si j'ai dépassé mon temps ou pas. Non, c'est très bien. On a On est encore bien. 5 minutes pour les questions, c'est parfait. Merci Agnès et merci Mickaël pour votre retour. Estelle, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, moi j'ai une question sur les types de, sur les modalités d'exécution. Sur les marchés sur lesquels vous avez un recul, est-ce que c'est plutôt de la sous-traitance? Est-ce que c'est plutôt des recrutements via des ETTI ou des AI? Et si c'est cette modalité-là, quels sont les publics les plus souvent mobilisés? Est-ce que c'est des jeunes de moins de 26 ans? Est-ce que c'est plutôt des bénéficiaires du RSA, des personnes qui sont en QPV? Voilà, parce qu'en fait, nous, en ETTI, enfin, moi, je suis facilitatrice des clauses d'insertion. Et en ETTI, en fait, c'est principalement des personnes qui travaillent dans le BTP, enfin, qui sont mises à disposition pour travailler dans le BTP. Donc, sur de la matière grise, en fait, entre guillemets, comme vous disiez tout à l'heure, quel est le type de public mobilisé? Voilà. Alors, c'est vrai que alors je vais faire synthétique, hein. On va dire sur la maîtrise d'œuvre, c'est beaucoup les cabinets d'architectes, ils passent beaucoup par l'ordre des architectes. Donc c'est beaucoup des jeunes de moins de 26 ans, diplômés, sans expérience professionnelle. BTP, effectivement, c'est beaucoup des ETTI, hein, quasiment que ça d'ailleurs. Comme On a soit des alternants, via le GIEC, on a soit des ETTI, voilà. Tout ce qui est service, c'est beaucoup des entreprises adaptées. Et associations Et intermédiaires. associations intermédiaires, effectivement. On a des marchés réservés, bon là c'est ESAT et puis entreprises adaptées. Et du coup, là, est-ce Prestations que tu peux nous dire, oui, sur les prestations Pardon. intellectuelles, les mousses, etc. Prestations intellectuelles, C'est plutôt de l'administratif, hein, donc on Oui, est plus oui, sur oui, des c'est ETTI aussi. tout à fait. En fait, on constate bien dans l'ensemble de nos marchés qu'on a peu d'embauches directes. C'est assez rare. Et on a effectivement peut-être plus de liens à avoir pour que les postes soient connus des prescripteurs. Mission locale, France Travail, PAE, etc. Parce que je pense que la facilité pour les entreprises, c'est de passer par une ETTI et d'avoir une mise à disposition.
Mais effectivement, on a moins de liens. Alors, sauf certaines entreprises qui ont un lien privilégié avec une mission locale et du coup vont recruter plutôt auprès d'eux en permanence. Il y a des systématismes qui se mettent en place et ça bouge peu au niveau des modalités de recrutement derrière. Mais on était quand même beaucoup sur des tâches administratives. Oui, à part les donc, géomètres, là, on est aussi beaucoup administratif. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Et David? Oui, j'ai une question et puis une information à communiquer justement là-dessus. La question, premièrement, c'est est-ce qu'au niveau de la clause d'insertion, vous suivez également tout ce qui est en lien avec le handicap, ou est-ce que vous êtes plutôt limité sur les heures d'insertion par l'activité économique? Parce que ça, c'est un de nos sujets et justement, c'est là où je voulais en venir sur une entreprise que nous, on a rencontrée il y a 1 ou 2 ans, qui est une structure dans le domaine informatique, justement, qui fait de la prestation intellectuelle et qui recrute que des personnes en situation de handicap. Donc, il s'appelle RCSI, ils ont une agence sur Nantes. Voilà, c'est typiquement, on est sur de l'API, sur du numérique et voilà, clause sociale à fond, quoi. Donc, voilà, intéressant. ça a amené et cette observation et la question sur le suivi des marchés closés sur le handicap. Est-ce que c'est aussi au niveau des facilitateurs que ça se passe ou pas? Alors nous, en fait, d'abord dans le choix des modalités de recrutement, on ne peut pas imposer une façon de faire ou orienter. On accompagne, mais on donne toute la liste de toutes les structures, y compris les structures du handicap. Dans le cadre des marchés réservés, on a des marchés réservés, mais c'est ESAT et entreprises adaptées, et c'est voilà, très ciblé. Par contre, on a transmis effectivement au moment du sourcing à nos collègues, on leur transmet l'ensemble des structures qui potentiellement pourraient répondre soit à une sous-traitance, soit à la réalisation d'heures closées. Et donc, ils ont pu appeler comme ça effectivement des entreprises. Alors, sur ce domaine, alors ce sera intéressant que vous me transmettiez un peu en aparté les contacts sur Nantes, parce que je pourrais aussi le leur communiquer et puis l'avoir pour nous, puisque les structures ne sont pas toujours prêtes et n'ont pas toujours la capacité et les ressources humaines pour intervenir sur des technologies de pointe. Donc, on est principalement sur des services support dans ces domaines-là. Mais voilà. Donc, et sur le handicap, on n'est pas en lien particulièrement avec Cap Emploi, mais c'est à développer. Alors, au sein du département, on a une priorité qui est de remettre en emploi autant que possible par le biais des clauses 50% de nos allocataires du RSA. Donc, on est à 33% depuis plusieurs années. On aimerait se focaliser sur ce public, mais on ouvre aussi évidemment les clauses à toutes les personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Merci. Je vous propose de passer au retour d'expérience suivant. Je vois qu'on a quelques questions un peu plus généralistes dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire pour clôturer. On ne vous oublie pas, mais là, pour respecter notre timing, on va passer la parole au retour d'expérience suivant. Hop. Du coup, j'invite Arnaud Tani de Brocéliande Communauté à prendre la parole. Bonjour, merci. Un petit point de présentation déjà sur le profil pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi, je suis Arnaud Tani, je suis responsable du service économie-emploi, donc je ne suis pas un spécialiste des marchés publics. Et je suis présent aujourd'hui pour vous présenter notre démarche autour du projet Le Repère. Donc qui est un pôle économique qui a trois piliers principaux. Donc le pilier économique qui est en fait le cœur de la question, c'est-à-dire d'accompagner des entreprises. Et puis on y a ajouté 2 piliers supplémentaires transversaux. Un premier pilier de transversalité de nos politiques publiques en matière entre autres d'art et de culture. Et puis le troisième qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la responsabilité, donc un pilier environnemental.
Donc, ce projet, en fait, il s'inscrit, il est porté par notre service économie, mais en fait, il est très transversal et il fait participer un peu tous les services de la Comcom et entre autres le service juridique. Je vous fais une présentation assez succincte du projet pour que vous compreniez quand même l'objet sur lequel on va interagir. Et puis ensuite, je rentrerai vraiment dans le détail sur la question environnementale. Et puis ensuite, je vous présenterai un peu la démarche en matière de marché public avec ma petite compréhension du sujet. J'espère que ce sera suffisant. Donc, si vous voulez bien passer à la diapo suivante, super. Donc le pôle entrepreneurial, le repère, c'est un bâtiment de 1300 mètres carrés et qui s'adresse aux entreprises aussi bien artisanales que tertiaires et à d'autres structures, d'autres salariés, voilà, qui va pouvoir s'ouvrir grâce à un espace de coworking et à des salles de réunion et des bureaux partenaires qui sont ouverts. Donc comme vous le voyez, en fait, le programme, il a deux facettes. Une facette atelier sur laquelle on était sur de la RT 2012 et puis une facette tertiaire sur laquelle on était sur un traitement passif. Et ce programme, son objectif principal, en fait, c'est d'accompagner les entreprises, entre autres les entreprises innovantes, et de le faire quel que soit leur parcours et leur tempo en termes de cycle de vie. Et aussi de pouvoir les accompagner dans leur transition à elles. Donc, on s'était dit que pour mener ça à bien, ce serait bien que le bâtiment en lui-même et notre démarche autour de ce bâtiment soit le plus exemplaire possible. Donc, si tu veux passer à la diapo suivante, juste hyper rapidement pour vous mettre dans le contexte. Donc, comme je vous le disais, c'est un espace qui accompagne des entreprises. Qui doit être un peu flexible et qui doit s'adapter aussi aux besoins des entreprises qui sont changeants dans le temps, qui doit être très respectueux de l'environnement puisqu'on va les accompagner sur cette thématique. Il faut qu'on soit nous-mêmes assez exemplaires. Et on a voulu travailler également sur le confort des usagers et sur leur santé. Et puis, comme je vous le disais, travailler aussi en transversalité avec des espaces spécifiques comme un espace de coworking et avec des espaces spécifiques pour la création artistique, pour le culturel, pour travailler avec des jeunes. Et donc tout ça, en fait, concourt à un programme qui doit intégrer cette démarche de transversalité dans sa réponse au marché public. Et ça va avoir un impact ensuite sur la façon dont on a rédigé certaines de nos clauses en fait dans notre marché. Je vous propose maintenant qu'on a essayé que j'essaie de vous brosser un peu ce qui est l'objet du repère, de passer vraiment sur l'aspect environnemental qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc le repère, il a été construit autour de 4 grandes thématiques. La sobriété énergétique dans un premier temps. Donc on a un bâtiment qui est passif et qui produit de l'énergie. La construction à faible impact, on est sur un bâtiment avec un objectif de maximisation de l'utilisation des écomatériaux et de respect des principes d'éco-construction. Sur un bâtiment qui doit être sain et agréable, donc avec une qualité de l'air optimale et un confort thermique, on l'espère, optimal aussi, et le respect du vivant, donc avec un vrai travail sur la biodiversité et sur la gestion des espaces. Pour revenir un petit peu plus en détail si tu veux, tu peux passer à la diapo suivante, c'est les labels qu'on a ciblés en face de ça. Pour revenir un peu plus dans le détail de chacune de ces parties, sur la sobriété énergétique, on est allé chasser un label qui s'appelle Passive House, donc qui sanctionne en fait la passivité du bâtiment. On est également lauréat de l'appel à projet de l'ADEME sur les bâtiments performants. Sur la construction à faible impact, on est lauréat de l'AMI construire avec les matériaux biosourcés de la FB2 et de la région Bretagne. Et donc sur cette AMI, on est vraiment sur le niveau remarquable qu'on a largement dépassé d'ailleurs. Donc c'était un certain nombre de kilos d'éco-matériaux par mètre carré de bâtiment, et là on est très très au-dessus de ce qu'ils proposaient. Nous on a 4 types de matériaux. On a les géosourcés, donc on a de la terre, on a des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés. Biosourcés, c'est là où on a le plus parce que dedans on compte évidemment le bois, et en fait la structure, la charpente et les planchers sont en bois, donc en fait en termes de poids et en termes d'importance, c'est là où c'est le plus évident. Et on avait des matériaux alternatifs, alors qui rentraient un peu au chausse-pied dans cet ami-là,
mais qui sont quand même intéressants. C'est en fait, on a isolé isolé notre dalle avec du mise-à-port, qui est du verre expansé. Et en fait, les dalles sont classiquement, enfin traditionnellement, isolées avec des matériaux issus de la pétrochimie. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une alternative. Alors, c'est pas vraiment du biosourcé, voilà, mais bon, c'était quand même une alternative. Les bâtiments sains et agréables, en fait, les labels dont je vous parlais le sanctionnent. Et puis, le respect du vivant et Finature. Je vais vous faire un petit focus aussi sur le respect du vivant. En fait, à l'époque où on a lancé notre marché, on était en 2019. Et en 2018, quand on a écrit notre marché, le travail autour de la biodiversité se faisait très très peu en fait. On était l'un des seuls dans le Grand Ouest. Donc c'est intéressant. Je vous fais une légère focale sur ça, puisque c'est l'aspect qui sort de l'ordinaire en fait, vis-à-vis de notre marché public. Le programme EFI-Nature, c'est une certification qui, en fait, concourt à partir d'une parcelle qui est assez neutre en termes de biodiversité et de la transformer en ce qu'ils appellent un hotspot, donc en fait un point chaud pour la biodiversité, donc un endroit où il y a une diversité assez riche. Et en fait, le programme EFI-Nature, il nous propose de travailler tout au long du cycle de vie du marché public, dès le diagnostic, donc avec un diagnostic de la parcelle que vous voyez là en dessin. Donc, on a fait un diagnostic sur la faune, la flore, sur le sol et sur la pollution. Ensuite, tout au long de la conception, donc en maintenant un chantier propre et en ayant un regard très particulier sur la pollution sur site. Donc, le chantier du repère, c'était un chantier qui était très propre. Et puis, ensuite, in situ, ce programme, il vise aussi à la sensibilisation des usagers qui seront dedans. Donc, nous, ça nous parlait complètement puisqu'on va avoir une action de sensibilisation et même de formation des entreprises qui seront hébergées au repère. Donc là, la sensibilisation va s'intégrer complètement là-dedans, mais qui permet du coup d'avoir un discours qui est cohérent sur la biodiversité. Et sur la slide ensuite suivante, vous allez voir le maître d'œuvre, en fait, il a dû s'adapter à ce diagnostic pour positionner même les bâtiments. En fait, le diagnostic, il va avoir, comme c'est marqué, une traduction hyper concrète dans toutes les thématiques qui vont suivre. Donc, par exemple, le maître d'œuvre voulait faire une arrivée par le centre de la parcelle et n'a pas pu le faire parce que le centre de la parcelle était trop intéressant en matière de biodiversité. Donc, on voit, en fait, il a positionné ses bâtiments et sa voirie sur les deux zones qui étaient les moins intéressantes en matière de biodiversité. Et en fait, l'idée de cette certification, elle va nous permettre à chaque acteur qui vont intervenir ensuite, donc l'architecte, les bureaux d'études et autres, de à chaque fois constater ce qui existe, de conserver l'existant qui est intéressant et de densifier ce qui peut l'être en matière de biodiversité. Donc vous le voyez, hein, sur la flore, on a maintenu le roncier, et les haies bocagères, et on a planté des arbres, on a planté une prairie fleurie. Sur la faune, quand il y avait une faune existante, on essayait de la préserver au maximum. Donc par exemple, là, il y a un terrier de blaireau qui normalement devait être rasé par la voirie. La voirie, ils se sont débrouillés pour la décaler de 10 mètres pour maintenir le terrier de blaireau. Et on a supprimé tous les pièges qu'il pouvait y avoir pour la biodiversité dans les deux bâtiments. Et puis en matière de pollution, c'est ce que je vous disais, hein, de limiter les pollutions sonores, lumineuses et toutes les pollutions sur site lors du chantier. Donc ça, c'était vraiment pour la question de la biodiversité. Et je vous ai mis une dernière, avant de passer au marché public à proprement parler, je vous ai mis une dernière petite focale parce que le repère, c'est un projet de longue haleine, hein. On a commencé les études moi j'ai commencé les études en 2016 et aujourd'hui on est toujours en phase travaux. On a eu une phase travaux qui a duré depuis 2021. Donc c'est pas lié du tout à nos ambitions environnementales, hein. On a eu ce qu'on appelle des aléas de chantier. Donc pas de bol, il faut que ça tombe sur un chantier, c'est tombé sur le nôtre. Donc on a eu pour être en totale transparence, on a eu donc une faillite d'entreprise et qui est une entreprise prépondérante et très importante, qui est la couverture et qui était en cours d'ouvrage quand elle a fait faillite. Donc voilà, ça a été un peu compliqué de remettre, mais ce qui explique en fait cette temporalité très longue et ce qui explique aussi que moi je vous parle moi c'est Arnaud de 2018-2019 qui vous parle, puisque les marchés publics en fait ont été passés à cette période-là. Donc on n'avait pas encore toutes ces lois climat et résilience et autres qui étaient publiées. Donc voilà, je vous parle de ce temps-là. On peut passer à la démarche si tu veux bien. Ouais.
Et donc, du coup, moi, je vais faire vraiment une focale sur le programme, puisque c'est là qu'on a mis, c'est là-dessus qu'on a mis l'accent, en fait, pour être sûr que notre prestation intellectuelle donc de maître d'œuvre respecte bien nos ambitions en matière environnementale. Et en fait, moi, à Brosson Communauté, j'étais chargé de faire tout le diagnostic et le pré-programme pour le repère. Et quand je dis pré-programme, c'est que nous, on s'est arrêté avec les élus à l'époque en disant notre ambition en matière environnementale, elle est très forte. Point. Et c'est vrai que si on était allé en consultation d'un maître d'œuvre avec juste cette phrase-là, ben, en fait, ça veut tout et rien dire. Très fort, voilà, ça ne fallait pas qualifier. Et donc, on s'est doté d'un outil très puissant, qui est le programmiste, et qui nous a permis en fait de venir qualifier ce qu'on voulait dire. Et donc, en fait, il nous a proposé une démarche assez classique, hein, de benchmark, de visite inspirante, pour voir un peu ce qui se fait pour qu'on ait un niveau de lecture des degrés d'exigence environnementale qui existent. Des ateliers participatifs et des consultations et de la consultation d'usagers pour voir en fait les entreprises qui sont capables de répondre, comment elles interagissent sur le. En fait, c'est un pré-sourcing presque. Hein. Et puis ensuite, lui, il nous a défini notre programme. Donc, comme je vous le disais, nous, notre programme, on avait un pré-programme qui était très clair sur ce qu'on voulait faire dans le bâtiment, accompagner les entreprises, un incubateur, une pépinière. Ça, c'était très, très clair, parce que moi, je suis technique, je suis un économiste, donc je suis technique sur cette dimension-là. Par contre, sur l'aspect bâtimentaire et l'aspect environnemental, là, pour le coup, on avait des vrais trous dans la raquette. Et donc, l'intérêt de s'être doté de ce programmiste, c'était déjà que tous les acteurs autour de la table parlent la même langue, et surtout parle la langue des maîtres d'œuvre. Et c'est-à-dire que quand on s'adresse aux maîtres d'œuvre, on sait que nos exigences, celles que l'on va poser, ils vont les comprendre et ils vont pouvoir nous donner un programme qui est cohérent vis-à-vis de cette exigence-là. Quelque chose d'extrêmement important, alors c'est pareil, nous, on est une petite collectivité, alors peut-être que vous avez des services qui le font pour vous, mais nous, c'était aussi extrêmement important de savoir l'ambition, ce qu'elle impactait en termes de financier. Parce qu'on a une enveloppe qui est fermée et il faut que nos ambitions puissent être finançables dans cette enveloppe. Et à nous amener, nous, techniciens et politiques, à définir ce qu'on appelle par totem, parce qu'on voulait un bâtiment totem. Donc, le programmiste nous a accompagnés à dire est-ce que c'est un bâtiment beau, mais en termes environnemental pas très vertueux, ou si l'environnemental pour vous est totem suffisant, et puis qui nous accompagne sur la consultation, et qu'elle soit comprise par tous. Ensuite, dans le marché à proprement parler, pour sélectionner le maître d'œuvre, donc évidemment, c'est appuyé sur ce long travail de programmiste, ce qui a fait qu'on avait un marché public qui était en termes de structure extrêmement clair sur les souhaits politiques autour du repère. Donc on avait une note de cadrage qui était très explicite sur ce qu'on fait dans le repère et quels sont les niveaux d'exigence, et puis un programme qui était clair aussi. Donc là, par exemple, le programmiste, il nous a donné des niveaux d'attente. Donc avec bâtiment flexible, on a défini ce qu'on entendait par flexibilité. Passif, le niveau passif, etc. L'utilisation des écomatériaux, on avait des listes d'écomatériaux qui avaient un intérêt pour nous. Qualité de l'air intérieur, des cibles aussi. Et en fait, et puis aussi quelque chose d'important, c'est on avait un travail sur les reconnaissances et sur les labellisations. Nous savions quelles reconnaissances et labels on chassait et on les a mis au marché public pour que ce soit très clair. Les compétences qui étaient attendues. Donc là, on avait par exemple une compétence sur la structure bois sur laquelle il ne fallait pas se planter. Hein. Donc on l'a mis aussi explicitement. Et une valeur technique à 70%, mais ça c'est assez classique. Et donc du coup, pour nous, pour le marché public, les garde-fous principaux, c'est le label. Tout le monde parle la même langue quand on parle du label, hein, puisqu'on a une cible à atteindre. Et puis le programmiste qui nous a permis tout au long de sa mission, jusqu'au DCE, de nous aider à définir nos besoins et puis ensuite à analyser les différentes réponses. En termes de résultats sur cette démarche, donc comme vous le voyez, on est quand même sur le marché public. C'est vraiment nous, finalement, on a une pré-étape de programme qui va vraiment nous permettre d'avoir des garde-fous qui sont lisibles par tous. On a quand même, il faut le savoir, un léger surcoût. Hein. On a la mission de programmiste, et puis on a les maîtres d'œuvre qui ont répondu ont été légèrement supérieurs en termes de gamme de prix. Après, moi, ce que je vous ai mis entre parenthèses, c'est contrebalancé parce qu'ils ont un scope qui est le scope du mètre carré utile. C'est-à-dire que quand vous regardez le plan de nos bâtiments, il n'y a pas un mètre carré de perdu. En fait, tout est utilisé. Donc, en fait, on s'y retrouve dans le prix. Et puis, le surcoût de la mise en œuvre, par contre, là, est évident. À l'époque, donc là, je me positionne, comme je vous le disais, en 2018-2019, largement contrebalancé par les subventions. Très, très largement contrebalancé par les subventions.
Les facteurs de succès, je fais comme mes collègues précédents. Et ben du coup, ce que je vous disais, le programme qui est clair, des ambitions qui sont qui sont pas juste des niveaux d'ambition, mais qui sont vraiment définis et détaillés ensuite en termes techniques. Le fait de parler la même langage, donc c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand un maître d'œuvre nous parlait, ben, on comprenait ce qu'il voulait nous dire et on comprenait où est-ce qu'il se positionnait en termes d'ambition. Et puis bah, surtout de définir des maîtres d'œuvre et des entreprises qui sont capables de répondre à ces enjeux, hein. Donc c'est prêter attention aux qualifications, entre autres lors des auditions, faire un sourcing efficace et donc savoir déjà quels sont les maîtres d'œuvre qui avaient des capacités à intervenir sur ce marché. Donner donc, la lisibilité de la ligne d'horizon avec les labels, moi je trouve ça important aussi. Bah, finalement, en fait, il y a certains architectes qui n'ont même pas répondu parce qu'ils ont vu qu'il y avait qu'il y avait des labels qui étaient très exigeants et bon, ils s'embêtent pas à répondre dans ce cas-là. Notre benchmark, et puis bah, j'ai mis Reseco. Bah, en fait, on l'avait pas à l'époque, mais je le mets parce qu'on l'a beaucoup utilisé pour le marché immobilier qu'on va voir après. Mais du coup, bah, c'est important d'avoir ce genre d'endroit où on peut se parler entre techniciens et échanger un peu sur nos succès et nos échecs. Et puis la perspective, bah, comme je vous le disais, le bâtiment il va ouvrir en mai 2025, enfin il va être livré en mai 2025. Sur les certifications, on les a toutes eues et on est même allé au-delà puisqu'on a la Passive House, on est sur la gamme supérieure, Passive House Plus. Et on n'est pas peu fiers, on a publié mardi, alors pas peu fiers, on verra les résultats, mais en tout cas on a publié mardi un marché immobilier 100% réemploi. Donc voilà, à la suite de certains en Ille-et-Vilaine qui ont fait la même chose. Et d'ailleurs, je remercie le département d'Ille-et-Vilaine et Porte de Loire Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté qui nous ont fourni quelques pièces de leur marché public. Donc voilà, un peu pour le tour d'horizon, tour du repère. Merci beaucoup Arnaud. On a encore 1 ou 2 minutes pour prendre des questions. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaitent prendre la parole? Je vois une question dans le chat de Rémi, si tu souhaites prendre la parole. La question est écrite, hein, mais merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. À un moment donné, là, dans les slides, et vous l'avez dit, vous avez dit avoir consulté les usagers. Du coup, est-ce que ces usagers, déjà, c'est uniquement les usagers du lieu ou est-ce qu'il y avait aussi les habitants? Comment est-ce que vous avez, qui était compris là-dedans? Et qu'est-ce que ça a fait évoluer dans le marché, en fait, très concrètement, dans le marché passé? Et si cette consultation a été uniquement en amont ou est-ce que vous les avez associés aussi tout au long? Alors Arnaud, ton micro est coupé. Pardon, moi je suis trop bon élève, c'est pour ça. Ouais, sur la consultation des usagers, on a fait une consultation assez large. On a consulté les futurs usagers du lieu, effectivement les habitants du territoire, et en fait on allait au-delà de ça. On a demandé à des métropolitains de venir, parce qu'en fait c'est un peu notre cible aussi. Et donc dans le lot, on a invité des architectes, on a invité des BE, enfin on a invité un peu des gens qui avaient peut-être aussi un intérêt au marché public futur, hein. On était encore sur une temporalité assez longue. Et en termes de changement du programme, ça a vraiment changé le programme. Par exemple, l'espace de coworking, on était parti à la base pour un bureau partagé. On a densifié largement cet espace parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un attrait pour ça. Et sur l'ambition environnementale, en fait, les élus avaient besoin aussi de se sentir confortés par une envie de territoire et par une envie d'acteur. Et là, clairement, dans la consultation, on a vu que c'était quelque chose qui parlait et qui pouvait aussi être un argument d'attractivité. Et puis, on a eu aussi des remarques, comme je vous le disais tout à l'heure, d'entreprises qui nous ont dit bon, si vous nous faites un bâtiment qui est bof en matière environnementale, le fait que vous nous accompagniez sur notre transition derrière, c'est peut-être voilà, pas très heureux. Donc c'est aussi ça qui a fait évoluer, qui a fait grandir l'ambition et qui nous a fait vraiment aller sur une ambition très très forte. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe au témoignage suivant? Alors, je n'en vois pas, ni dans le chat, ni de main levée. Donc, merci beaucoup Arnaud pour ton témoignage. Et du coup, je passe la parole à Adeline Pilvin de la ville de Lorient. Oui, bonjour, merci de me laisser la parole. Alors, de mon côté, moi, je vais plutôt aborder l'intégration d'heures d'insertion dans les marchés de maîtrise d'œuvre. On l'a abordé tout à l'heure, donc pas trop vite du coup sur les slides au niveau du contexte. C'était juste pour vous expliquer en fait que nous faisons en fait à la ville de Lorient depuis la phase des projets en lien avec la rénovation urbaine, donc datant de 2020. Et on s'est beaucoup appuyé, on en parlait juste avant, sur le réseau des facilitateurs bretons pour avoir des retours d'expérimentation réussis.
Donc, notamment à Toulouse, dans le 35, Défi Emploi à Brest, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Fédération des entreprises d'insertion. Donc, ceci a permis en fait de vous présenter aujourd'hui un panel intéressant de réalisations possibles sur la Bretagne, donc ciblé sur les marchés de maîtrise d'œuvre. Et ceci prouve aussi qu'aujourd'hui, mettre en place des heures de travail pour des personnes en difficulté d'insertion professionnelle sur les marchés de prestations intellectuelles, aujourd'hui, c'est possible. Donc, effectivement, pour rappeler le cadre, la ville de Lorient et Morbihan Habitat ont signé ce qu'on appelle un plan local d'application de la charte d'insertion, un PLACI, et celui-ci, donc c'est indiqué, donc on prévoit l'inscription d'au moins 5% des heures travaillées dans les projets de rénovation urbaine, donc en lien avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et y compris sur les opérations d'ingénierie. Donc, l'idée est de favoriser le recrutement spécifique des emplois des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et Ville de Lorient et Morbihan Habitat se sont fixés un objectif de plus de 9000 heures à réaliser, et spécifiquement sur les opérations d'ingénierie et sur le périmètre de la ville de Lorient. Donc aujourd'hui, on est en contact avec divers cabinets d'architectes et bureaux d'études dans le cadre de la mise en œuvre de cette clause d'insertion. Et donc du coup, sur cette slide, on a évoqué effectivement le rôle des facilitateurs. Donc, il existe effectivement une cartographie avec les différents contacts des facilitateurs sur la Bretagne. Donc, comme l'indiquait Rezeco, n'hésitez pas à les solliciter pour voir qui contacter selon votre secteur géographique. Et j'ai remis les 3 interventions que vous connaissez sûrement, mais donc, en gros, c'est de conseiller le donneur d'ordre pour inscrire les heures, accompagner les cabinets d'architectes et bureaux d'études dans leurs besoins en recrutement. Et on s'appuie surtout, enfin, sur un réseau de partenaires, donc comme France Travail, la mission locale, le conseil départemental, les structures d'insertion par activité économique pour recueillir les profils. Et aujourd'hui, donc depuis 2020, plus nous avons d'exemples aujourd'hui dans les échanges avec les cabinets d'architectes, les bureaux d'études, plus aujourd'hui la mise en œuvre est facilitante. Cette clause tend à se généraliser. Pour expliquer un peu, alors avant de passer sur la cartographie et les exemples de réalisation, je voulais aborder notre première expérience parce qu'on a souhaité, avant l'intégration sur les marchés en rue, tester sur un marché de la ville de Lorient pour anticiper cette obligation avec un cabinet d'architectes. Et cette expérience a permis, en gros, de lever les freins auprès des services techniques et des attributaires des nouveaux marchés. En gros, le cabinet a réalisé une fiche de poste spécifique avec, sans demander forcément la nécessité d'un permis de conduire, par exemple, et avec un tutorat important. Donc, il s'est adapté dans l'objectif final de faire découvrir le secteur à un candidat. Et donc, la personne a intégré une équipe de trois personnes sur un cabinet de Lorient, sur un poste de suivi de fin de chantier. Donc, l'idée, c'était d'accompagner l'architecte dans les cadres des relevés de réserve, d'échanger avec les entreprises. Et cette première expérience lui a permis de trouver un CDI dès le lundi suivant dans une entreprise de bureau d'études. Donc, pour vous expliquer par la suite, effectivement, comme l'évoquait le CD35, on peut être beaucoup sur de la modalité intérim, mais on a eu beaucoup de débouchés également en contrat durable à suivre dans le cadre des poursuites de parcours. Et aujourd'hui, on a un autre poste de même type, dans une équipe de 15 salariés avec un contrat qui est prolongé jusqu'à décembre. Et l'objectif, du coup, c'est d'être dans une logique de poursuite de parcours. Donc, c'est d'anticiper le terme de ce contrat pour proposer sa candidature dans d'autres cabinets d'architectes. Et on est sur un profil, pour citer, d'une ancienne médiatrice dans les quartiers. Donc vous abordiez tout à l'heure aussi le type de public choisi. Pour le premier exemple, on était sur une jeune de moins de 26 ans. Et pour le deuxième exemple, on est plutôt sur un profil de seniors de plus de 50 ans.
Voilà en gros par rapport aux 2 réalisations. Et effectivement, je vais pouvoir passer à la slide suivante. Comme promis, peut-être ce qui vous intéresse le plus, la partie la plus intéressante, c'est les exemples de réalisation de clauses d'insertion sur la Bretagne. L'idée était de vous proposer, de vous montrer un aperçu de toutes les possibilités. Et un grand merci au réseau et aux membres du réseau en fait, pour leurs différentes illustrations. Pour vous en citer quelques-uns, donc on a Défi Emploi dans le 29 qui a abordé une opération de maîtrise d'œuvre pour la 2e ligne de tram. L'entreprise a commencé par de la sous-traitance en nettoyage, une première modalité, et a ensuite embauché en CDI de chantier un profil de dessinatrice projeteuse. Donc, pour vous dire qu'au niveau du profil, on était sur un profil plutôt qualifié avec rupture de parcours, longue période de chômage. Donc là, c'était pour vous montrer aussi qu'on peut être sur des profils qualifiés. Il ne faut pas avoir d'a priori sur ce sujet. Ça peut être un des freins évoqués lors d'un lancement de marché, mais on a également des partenariats et des profils qualifiés à proposer. Pour Saint-Brieuc-Maure Agglomération, donc ils ont présenté lors du pic précarité énergétique. Et donc, il s'agissait d'accompagner les locataires et de favoriser l'accès à l'habitat. Et donc là, il y a eu une embauche en CDD contrat aidé d'un poste en intervention d'action sociale et dans le cadre pour réaliser de la médiation. La mission locale, donc là, proposait un exemple sur de la conception-réalisation. Donc, la conception-réalisation, on est sur un mixte entre partie études et la partie travaux. Là, l'entreprise générale a intégré un profil de relations locataires en contrat en alternance. Donc, on en a également eu à la ville de Lorient. Le parcours a été sécurisé et accompagné par le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, le GEC, qu'on a également cité tout à l'heure. Nous, sur notre territoire, le GEC a aujourd'hui l'habitude de proposer ce type de parcours, donc c'est assez facilitant. Et donc, nous, sur la ville de Lorient, on a eu une intégration à suivre en CDI au sein du bailleur en tant que chargé de prévention des nuisibles. Donc, belle poursuite de parcours également. Au niveau de la Fédération des entreprises d'insertion de Bretagne, on en a parlé sur le CD35, on a parlé de l'étude d'impact faune et flore. Donc là, effectivement, je rejoins le CD pour dire l'importance de faire un sourcing en amont, puisque pour être sûr de savoir qu'il y a des entreprises au niveau local, des cabinets qui sont susceptibles de répondre au marché. Là, donc, la fédération m'expliquait qu'ils ont embauché, enfin, le cabinet d'études a embauché une personne de niveau Bac+2 en reconversion, mais pour dresser un inventaire via des sites spécialisés, de compiler et de rédiger une étude. Donc, habituellement, ce sont chaque chargé d'études qui se charge de traiter le dossier de manière générale. Et de réaliser la partie documentaire. Là, le choix du cabinet était d'extraire cette partie-là pour confier les missions à une personne spécifique et ainsi faire l'inventaire de toutes les espèces animales et de la recherche des labellisations, etc. Voilà pour la fédération. Et donc, sur Atout Clause 35, il y a une belle expérience au niveau des marchés de maîtrise d'œuvre. Et là, effectivement, il y a beaucoup profil d'architectes, d'ingénieurs en dessin, également en assistanat technique et de direction. Et ils ont abordé également un exemple intéressant sur la mise en place d'une clause d'insertion sur l'animation sur la thématique des déchets. Donc, avec une embauche plutôt sur la partie ludique, intervention en milieu scolaire. Et donc, j'aborderai un dernier slide sur la partie clause d'action de soutien qui peut être intéressante à mettre en œuvre à côté de l'objectif de la clause d'insertion sociale. Et donc, pour la ville de Lorient, donc on a abordé plutôt les profils de suivi de fin de chantier. On a également eu
un exemple intéressant d'embauche sur le volet administratif. Donc, un cabinet d'architecte local d'une petite équipe, une personne et un salarié, un architecte et un salarié. Elle a été embauchée en CDD de 2 mois pour structurer tout le volet administratif du cabinet, la gestion du budget, la réponse aux appels d'offres et la communication web. Et au final, le cabinet lui a proposé un CDI à temps partiel et on a trouvé un autre cabinet d'architectes soumis à la même clause pour compléter et lui proposer un autre CDI à temps partiel pour lui permettre de constituer un temps plein. Donc, on est vraiment sur soit de la logique de parcours, continuité de parcours, soit de constituer un temps plein auprès de 2 cabinets d'architectes. Et pourquoi CDI pas donc ils ne sont pas passés du tout par l'intérim, donc c'était vraiment CDD puis CDI. Pour vous expliquer pourquoi aussi on a pu réaliser différents contrats durables, c'est qu'on a également sur des profils résidant les quartiers prioritaires des aides à l'embauche. Et donc là, les cabinets de petite taille, de très petite taille, ont pu bénéficier également des aides à l'embauche pour ces profils. Voilà, donc c'était des petits exemples de réalisation. Donc toutes les modalités sont possibles. Hein. On a vu l'alternance accompagnée par le GEC, l'intérim d'insertion, la sous-traitance la mise en place de sous-traitance au niveau du nettoyage et des contrats directs. Et sur l'autre slide, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez en fait un peu un panorama de liste de métiers sur la Bretagne réalisée sur la base de l'expérience d'Atouclose et on complète aujourd'hui au niveau des métiers disponibles. Voilà un peu. Pour terminer, je voulais, donc sur la dernière slide, terminer par aborder un autre type de clause. On a parlé des considérations sociales également avec le CD35. Là, on a mis en fait une clause de soutien dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre avec négociation. On a eu un bureau d'études qui nous a demandé plutôt que d'intégrer des heures d'insertion, donc le volet plutôt quantitatif, il nous a demandé d'intégrer proposer une clause qualitative visant à la mise en place d'actions. Donc, on est sur tout ce qui est réalisation de visites de chantier présentant les métiers du bâtiment, l'intégration de stagiaires ou des actions en faveur de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Au final, le cabinet a également réalisé un recrutement, donc c'était tout bénef là-dessus. Mais cette clause est néanmoins intéressante à vous présenter puisque on a des difficultés aussi à trouver des terrains de stage notamment ou à communiquer sur les métiers. Donc là, ça permet de mixer et cette phase permet de capter de futures candidatures pour pourvoir les postes ensuite en lien avec la clause d'insertion. Donc c'est aussi intéressant. Et là, sur cet exemple, nous n'avons pas mis les pénalités sur la non-réalisation des heures d'insertion, mais sur l'obligation de réaliser des rendez-vous avec la facilitatrice, avec moi, et sur la mise en place à minima d'une action de soutien à l'accès à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion professionnelle. Donc, on est plutôt là-dessus par rapport aux pénalités. Voilà, je pense que je ne sais pas s'il y a des questions, je vous relaisse la parole. Merci Adeline. Pareil, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole si vous avez des questions. Je vais jeter un œil au chat. Alors, je vois qu'il y avait une question de David. Cette clause s'applique-t-elle aussi aux autres bailleurs sociaux et même pas que sociaux? Alors, par rapport au plan local d'application de la charte d'insertion, là, ça s'applique, on a différents signataires, mais on reste sur collectivités et bailleurs sociaux. Après, on a sur la mise en place de vente de terrain, là, c'est la VFA, en fait. La ville de Lorient peut vendre des terrains à des promoteurs privés. Et là, effectivement, la clause s'applique également avec les promoteurs privés, avec les mêmes obligations de mise en place d'heures d'insertion sur la partie ingénierie et sur la partie travaux.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on a 5 petites minutes pour prendre les questions, donc n'hésitez pas. A priori, personne ne souhaite prendre la parole. Pas d'autres questions dans notre chat? Si. Agnès, allez-y. Votre micro est coupé. Oui. Je voulais savoir comment est-ce que vous fixez les heures, les heures d'insertion par rapport à certains de vos marchés de prestations intellectuelles. Est-ce que vous vous appuyez sur un barème ou sur les expériences antérieures, celles des collègues? Comment est-ce que vous arrivez à construire ce choix d'heures? Alors sur les projets en lien avec la rénovation urbaine, effectivement, on a signé une trame avec des ratios définis. Donc on est sur la base de 70% au niveau du coût et 70% de main-d'œuvre. Après, sur les autres marchés, parce qu'on a aussi d'autres marchés hors rénovation urbaine, là on échange plus, enfin les ratios sont définis selon le secteur d'activité. Au niveau des fédérations, soit bâtiments, soit FRTP sur les travaux publics, ou soit effectivement le retour d'expérience des facilitateurs selon le type de marché. Pour les prestations intellectuelles, on a peu de modèles finalement et on connaît certes le taux de main-d'œuvre par rapport au montant du marché, puisqu'on sait que c'est une grosse partie justement, c'est de la main-d'œuvre et qu'on a peu de fournitures. Mais quand on s'appuie sur ça, si on se projette de manière proportionnelle, ça peut aller très vite au niveau des montants et faire peur finalement. Donc voilà, je pense qu'il y a un ajustement à faire en fonction du terrain peut-être ou du sourcing que vous avez fait en amont. Enfin... alors le sourcing est important, mais c'est vrai que sur les marchés en lien avec la rénovation urbaine, on est effectivement sur des gros volumes. On n'a pas le choix d'aller sur du 70-70. Après, sur d'autres marchés, comme on évoquait tout à l'heure, les marchés par rapport au secteur sur l'handicap ou les marchés informatiques, là, effectivement, on regarde, on peut être plus sur de la fourniture, justement. Si c'est sur de la fourniture, sur des consommables d'imprimantes, là, on est en lien avec le secteur du handicap, justement, pour fournir ces consommables. Donc, là, on va plutôt s'appuyer sur soit le réseau au niveau de l'expérience, soit les services techniques qui vont nous dire là où il peut y avoir du recrutement ou quelle proportion au niveau fourniture par rapport à la main-d'œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? A priori, non. Du coup, je vais passer la parole à notre dernier témoignage, Guillaume Poisneau. Si tu peux partager ton écran, je vais arrêter le mien donc Guillaume Poisneau de la métropole et la ville de Brest. Ouais, merci Solène. Est-ce que vous voyez tous bien l'écran? C'est bon? C'est bon. Génial. C'est très très bien. Je vais faire le lien du coup avec la précédente présentation par la ville de Lorient et continuer dans cette démarche d'expliquer comment à Brest Métropole on a inséré la clause d'insertion sociale dans les marchés de prestations intellectuelles. Avant ça, je vais revenir rapidement sur les heures d'insertion, sur le dispositif, un petit historique. Donc c'est un dispositif qui a été initié depuis 2006, donc c'est une pratique qui est largement maîtrisée maintenant à Brest Métropole et à la ville de Brest. Donc vous voyez qu'on culmine quand même à un nombre d'heures annuelles assez important. Et tout ça a été fait en lien avec notre facilitateur, donc Défi Emploi, qui joue un rôle très important dans le suivi des clauses et qui est un relais pour les entreprises pour trouver le public permettant aux titulaires d'honorer leurs heures d'insertion.
Concernant le nombre d'heures d'insertion, donc que ce soit sur les marchés de services ou de travaux, c'est quelque chose qui est maîtrisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les concessions sont un dispositif vraiment très très fort, parce que si je reviens sur la slide précédente, vous voyez qu'à partir de 2020-2021, on a inséré de la clause d'insertion sociale dans certains marchés de concession de services, ce qui a fait bondir en fait significativement le nombre d'heures réalisées annuellement. Voilà, donc près de 90 000 heures réalisées en 2023, voilà, c'est quand même très conséquent. Si on s'intéresse plus particulièrement à la clause d'insertion dans les marchés de prestations intellectuelles, voilà, c'est ce que j'indiquais dans la slide, c'est que la pratique il reste encore au stade embryonnaire. À Brest Métropole, 4 marchés de prestations intellectuelles entre 2016 et 2023, qui représentent 380 heures prévues, donc contractualisées, c'est très peu. Voilà, donc encore une démarche très embryonnaire, que ce soit en termes de contrats notifiés ou ou d'heures prévues dans les contrats. Hop. Donc la genèse de l'insertion de ce type de dispositif dans les marchés de prestations intellectuelles et a fortiori dans le marché de maîtrise d'œuvre, comme ça a été rapidement abordé par la ville de Lorient juste avant. Donc on a expérimenté effectivement le dispositif sur la seconde ligne de tram à Brest Métropole, qui a abouti à une contractualisation de 2300 heures d'insertion sur la durée du marché. Donc ce marché a été porté par un mandataire, on a confié le marché à un mandataire qui est Brest Métropole Aménagement. Donc on a mis tout le monde autour de la table pour spécifiquement sur ce dispositif, pour cette expérimentation, donc BMA, Brest Métropole, Défi Emploi. Et on a réussi à déterminer un certain nombre d'heures, donc 2300. Ce qui a posé quelques inquiétudes de la part du titulaire qui s'inquiétait du nombre d'heures très élevé et donc de cette difficulté à honorer ces heures, puisque ce type de cabinet pour la maîtrise d'œuvre emploie principalement de la main-d'œuvre très qualifiée, généralement à bac+5. Donc on a bénéficié de l'appui, du soutien de Défi Emploi pour permettre à l'entreprise d'honorer ses heures, et donc recrutement d'une dessinatrice, voilà, comme ça a été dit précédemment, dessinatrice sur un CDI de chantier qui a finalement permis de réaliser une grande majorité de ces heures-là. Donc cette première expérimentation a fait germer des graines, et donc le souhait maintenant c'est d'intégrer, dès que cela est possible, donc des clauses d'insertion sociale dans les marchés de maîtrise d'œuvre et de prestations intellectuelles à la ville et à la métropole. Pour initier cette démarche, en automne 2021, Brest Métropole est allé à la rencontre de l'Ordre des architectes, qui a finalement reçu positivement la démarche, puisque voilà, on est venu autour de la table, donc avec Défi Emploi. Ça a permis de mettre en exergue quelques points de vigilance, voilà, quelques inquiétudes aussi de la part de l'Ordre des architectes, par rapport notamment à la taille des cabinets, qui est relativement modeste, et à l'adéquation des bénéficiaires, donc la même problématique que ce qui a été annoncé par le titulaire sur le marché de la seconde ligne de tram à Brest. Voilà, mais finalement, ce pas des arguments qui sont très nouveaux, puisque c'était les mêmes arguments qui étaient mobilisés par les entreprises de travaux lors du démarrage du dispositif de la clause d'insertion. Et donc, je vous ai remis à l'écran, je ne vais pas rentrer dans le détail nécessairement, mais les arguments mobilisables qui permettent justement de surmonter les difficultés et les a priori de ces cabinets-là. Donc voilà. Et par contre, je vais juste insister sur le fait que les heures d'insertion peuvent être réalisées par n'importe quel membre du groupement et pas uniquement par le mandataire, ce qui permet aussi de diluer la répartition des heures au sein du groupement d'entreprise. Voilà, ce qui permet aussi de répondre plus facilement aux heures contractualisées. Où est-ce qu'on en est en 2024? Bon, alors on n'est pas, voilà, on a que 4 marchés entre guillemets, hein, depuis 2016 de prestations intellectuelles, donc 3 marchés de maîtrise d'œuvre et un marché d'études, donc marché de maîtrise d'œuvre classique. Donc vous voyez qu'on est à quelques heures d'insertion, on culmine pas très haut sur cette thématique-là. Voilà, c'est plus à titre d'exemple.
Pour les deux premiers, donc c'était le même titulaire sur les deux contrats. Et pour le coup, le cabinet de maîtrise d'œuvre avait recruté une personne qui se trouvait, qui disposait en fait de la reconnaissance travailleur handicapé, RQTH, et donc a pu honorer ses heures de cette manière-là. Pour les deux autres contrats, c'est un petit peu différent. Le dernier a été arrêté pour des raisons exogènes. Donc il a été suspendu pour des raisons exogènes à la clause d'insertion sociale. Et l'accord cadre d'études, donc le troisième, là, qui prévoyait 140 heures au total. Donc c'est un accord cadre et finalement sur cette thématique-là, enfin sur ce montage juridique particulier, les accords cadres, c'est assez compliqué puisque dans ce cadre-là, le minimum n'avait pas été atteint et donc l'entreprise n'a pas eu assez de commandes finalement pour honorer ses heures. Voilà, donc c'est voilà, un petit retour d'expérience sur ces 4 marchés qui est en demi-teinte, plutôt positif pour les deux premiers, un peu plus comment dire, mitigé dans un second. Voilà. Voilà, je vais faire le lien avec la présentation qui a été faite juste avant par la Ville de Lorient et revenir sur quelques modalités de détermination du nombre d'heures d'insertion. Alors, pas rentrer dans le détail, mais voilà. Aujourd'hui, on dispose d'un outil en interne à Brest Métropole pour déterminer directement le nombre d'heures. C'est un fichier Excel très basique. On renseigne le montant estimatif sur donc l'assiette de calcul sur lequel va s'appliquer toute une formule et qui va nous donner un nombre d'heures d'insertion qu'on va pouvoir derrière venir closer dans les pièces de marché. Voilà, j'ai voulu revenir sur la distinction travaux-services, prestations intellectuelles et insister sur l'assiette de calcul. L'assiette de calcul est réduite dans le cadre des prestations intellectuelles, maîtrise d'œuvre, puisque là, on va s'intéresser uniquement à la rémunération du mandataire du groupement et pas à l'estimation globale, ce qui va en fait venir réduire l'assiette et donc diminuer le nombre d'heures de manière mathématique. Voilà. Et comme ça a été dit juste avant, voilà, les dépenses de salaire et de charges sont fixées à 70%. Donc, je pense qu'on est sur une pratique relativement commune par les autres donneurs d'ordre, et notamment au niveau breton. Voilà, donc une assiette de calcul réduite, des heures d'insertion qui peut être réalisée par l'ensemble des membres du groupement. Donc finalement, c'est une combinaison un faisceau d'indices, une combinaison qui permet d'avoir un calculeur plutôt favorable au prestataire et donc qui permet aussi de contrebalancer certains a priori, certaines difficultés que peuvent faire remonter les cabinets de maîtrise d'œuvre. Voilà, et je terminerai avec quelques éléments qui sont a priori facilitants pour l'intégration des clauses d'insertion sociale, sans nécessairement rentrer dans le détail. Voilà, donc ça, j'ai pris la tâche de Défi Emploi qui m'a accompagné pour faire ce retour d'expérience et finalement il ressort quelques points principaux. Évaluer le potentiel des marchés, voilà, nécessairement faire le sourcing, c'est revenu plusieurs fois lors de ce temps d'échange autour de la prestation intellectuelle et de la clause d'insertion. La réalisation, j'insiste, hein, la réalisation des heures peuvent être faites sur l'intégralité du contrat qui s'inscrit dans le temps long. Donc voilà, le marché de maîtrise d'œuvre, il y a toute la partie mission de maîtrise d'œuvre, mais aussi pendant l'exécution pendant l'exécution des travaux, donc qui peuvent aussi être exercés par des fonctions support et pas nécessairement sur de la manœuvre très qualifiée. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un scope plus large. Voilà, et d'autres éléments facilitants qui peuvent être mobilisés. Voilà. Et débunker les préjugés, voilà, un échange en mettant tout le monde autour de la table. A priori, ça permet aussi de pouvoir réaliser les heures et de lever les doutes et inquiétudes. Voilà, j'ai été très bref. Je sais pas, voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Oups, désolée. Donc, je remercie Guillaume pour son témoignage. N'hésitez pas à prendre la parole. Là, il nous reste 25 minutes quasiment pour clôturer le webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Je note qu'Anne a posé une question dans le chat. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Anne? Je lis la question.
Donc, activez-vous des réseaux de sourcing candidats particuliers pour les marchés de prestations intellectuelles? Avez-vous travaillé votre sourcing candidat de façon spécifique au marché de prestations intellectuelles? Habituellement, les réseaux classiques de marché de travaux n'ont pas forcément de profil pour les pays. France Travail aujourd'hui se mobilise autour de la clause sociale pour mobiliser les profils de demandeurs d'emploi correspondants. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, sauf pour l'expérimentation qui avait été menée par Brest Métropole Aménagement. Sur les 4 marchés que je vous ai cités, on n'a pas fait, je crois, de sourcing spécifique pour intégrer des clauses d'insertion sociale dans ces contrats de prestations intellectuelles. Si vous voulez, on est parti de ce formulaire Excel qui permet de calculer automatiquement. Et derrière, l'idée, c'est d'avoir un relais avec notre facilitateur sur le territoire pour trouver les profils et voilà, pour que ces heures soient réalisées effectivement. Voilà, il n'y a pas de sourcing spécifique aujourd'hui sur ces questions. Ouais. Peut-être qu'un autre adhérent souhaiterait réagir par rapport à cette question. Pas d'apport de la communauté en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec le témoignage de Guillaume? Il n'y a pas d'autres questions, je pourrais ajouter aussi que le dispositif de la clause d'insertion, c'est un élément vecteur en fait favorable à des politiques égalité femmes-hommes. En fonction du public visé, on va pouvoir aller chercher aussi plus de femmes pour la réalisation de ces heures d'insertion, qui traditionnellement sont plutôt réservées à des marchés de travaux. Et donc peut-être que dans le cadre des prestations intellectuelles, il y a un axe à travailler sur cet aspect-là. Un titre d'information, de mémoire, on était à Brest Métropole et Ville de Brest sur l'ensemble des heures d'insertion réalisées en 2023. On avait 57 participantes femmes. Donc voilà, il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Merci Guillaume. Je vois pas d'autres questions. Donc là, il nous reste une petite... Si, Monsieur Alambry, allez-y. C'était juste pour faire un petit focus sur nous. En fait, on différencie, on va dire, la maîtrise d'œuvre des prestations intellectuelles, même si c'en est une, dans le sens où nous, en tout cas, au département 35, la maîtrise d'œuvre, c'est quelque chose qui est rodé par rapport au service des bâtiments, et on voit bien que les heures sont effectuées, voire même largement dépassées. Et à contrario, donc dans l'exemple de Guillaume également, la prestation intellectuelle, c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets, et comme on le disait, nous, c'était porté par notre service et on essaie de développer du coup sur d'autres, mais ça, on s'attend potentiellement, alors c'est pas des difficultés, mais c'est vrai que c'est beaucoup soit des faibles montants, ce qui est là où c'est difficile de calculer les heures d'insertion, ou même tout simplement de l'insertion. Et c'était très intéressant le témoignage de la collègue d'avant sur les différents métiers potentiels des prestations intellectuelles. Ça rend plus vivant et concret, en fin de compte, parfois, les choses. Voilà, tout simplement. Merci. Alors, Anne, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, et plutôt que de réécrire d'autres questions, je me permets. N'hésitez pas à mettre vos caméras. Quand vous prenez la parole, on se sent un peu moins seul. Merci. Alors, Patricia, je vais faire l'effort pour toi alors. Bonjour. Je suis du département de Maine-et-Loire. Par rapport à la remarque précédente et puis en lien avec le témoignage de Guillaume, ma question était autour de effectivement comment on associe l'activité de la clause sociale d'insertion à l'objet du marché. On a pu voir dans les témoignages précédents qu'il pouvait y avoir parfois un écart avec l'objet même du marché, parce qu'on était sur... j'ai du mal à m'exprimer sur le sujet parce que je ne suis pas assez experte, mais on n'était pas dans l'objet même du marché sur la prestation intellectuelle pour pouvoir faire un engagement social.
Or là, sur la maîtrise d'œuvre, on voit bien que c'est en lien direct, un dessinateur projeteur, un assistant administratif qui travaille sur le marché concerné, et ainsi de suite. Mais sur certaines prestations intellectuelles, est-ce qu'il y a une jurisprudence qui permet de mettre un engagement social, et notamment de la clause sociale d'insertion, qui permettrait de mettre un petit peu d'écart entre l'objet même du marché et les heures réalisées, ou les heures à réaliser? Ou est-ce que la jurisprudence confirme cet axe qu'à un moment donné, les heures doivent être faites en lien avec l'objet du marché strict? Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Pour moi, d'emblée, les heures d'insertion sont à réaliser vraiment en lien avec l'objet du marché. Là où vous avez le sentiment que vous déviez, c'est parce qu'on parle de tâches support ou administratives, mais on est bien forcément en rapport avec le marché et le lot confié. On ne peut pas déroger à ça. C'est-à-dire que c'est même complètement illégal de compter des heures d'insertion d'une personne qui aurait un CDI, on va dire à temps plein, mais qui travaille qu'à mi-temps sur un marché, et de compter la totalité de son temps. Il faut vraiment pouvoir distinguer ce qui est de la tâche en lien avec l'objet du reste. Alors nous, on a eu parfois effectivement en fin de marché, avec mon collègue, on est arrivé, il y a eu une petite carence de postes, donc des marchés qui n'avaient pas été suivis à un moment donné, et on s'est retrouvé sur des fins de marché où les prestations n'avaient pas été réalisées, enfin les heures n'avaient pas été réalisées, donc on a pu les mettre en place. On était plutôt sur des bilans finaux, mais toujours en lien quand même avec ce marché. On n'a pas pu dire vous prenez quelqu'un qui va vous faire tout autre chose. Ça, c'est pas possible. Et oui, pardon, pour compléter peut-être sur la question de la jurisprudence, je ne crois pas, à ma connaissance en tout cas, qu'il y ait une pléthore de jurisprudence sur l'exécution des heures d'insertion. Le contentieux arrive souvent en amont, enfin, ou en tout cas en précontractuel. Donc, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de jurisprudence sur ce sujet. Voilà. Et alors, du coup, pardon. Pardon, moi je sais que j'avais une question du coup, mais je vous laisse finir. Oui, du coup, en ricochet, si effectivement on doit bien rester sur l'objet du marché, si on active des démarches telles qu'elles ont été citées un petit peu au début du webinaire sur de l'immersion, de la visite, du stage, là, c'est un peu plus large du coup que l'objet même du marché, ou est-ce que même là, à cet endroit-là, vous fixez la règle sur ce doit être en lien spécifiquement avec l'objet du marché? Alors, Le du coup, on parle parrainage, pas par de exemple, vous avez cité différentes Oui. choses. Ah oui, le parrainage, c'est pas, mais en tout cas, moi, sur l'idée de l'immersion facilitée, par exemple, d'abord, c'est une immersion facilitée en lien avec la personne qui réalise le travail. On est bien pour la découverte métier de la fonction, en tout cas, en lien avec le marché. On est plus sur une considération sociale qu'une clause. Alors après, je ne suis pas experte non plus, je ne suis pas rédactrice, hein, mais il n'y a pas de critères. Ça ne rentre pas dans la pondération. C'est une opportunité pour l'entreprise de montrer qu'elle est favorable à la mise en place d'une démarche environnementale et sociale, mais ça ne s'impose pas, et voilà. Pour nous, ça nous permet de voir que l'entreprise, elle est vertueuse. On va imposer un critère à minima à proposer, enfin une considération à proposer, mais ça n'empêchera pas, enfin, vous voyez, ça ne rentre pas dans le critère de pondération. Tandis que les clauses, là, ça s'impose à eux. Dans l'acte d'engagement, il y a une vraie obligation de mettre en place ces heures, et en cas de non-réalisation, il y a une pénalité. Pour nous, enfin à notre niveau, par rapport à, mais c'était pas par rapport aux considérations sociales, mais par rapport à la clause d'action de soutien. Là, effectivement, on était dans le cadre d'un concours avec négociation, donc on pouvait un peu négocier avec l'entreprise ce qu'ils allaient réaliser. Donc là, c'est un petit peu particulier, mais on a quand même laissé, pour répondre à la question sur l'objet du marché, on a quand même laissé un volume d'heures en fait d'insertion dans les pièces de marché, puisqu'il y avait eu à l'époque
une jurisprudence où effectivement il y avait eu des critères qualitatifs, les 5%, mais sans mettre d'heures d'insertion. Et effectivement, il y avait eu un retour sur ce point-là. Donc, on essaye autant que possible de continuer à mettre des heures avec le volet qualitatif. Maintenant, on ne met pas les pénalités sur la partie quantitative dans nos pièces de marché. Maintenant, voilà, c'était dans le cadre d'un concours maîtrise d'œuvre, donc avec négociation, donc on a moins de perspectives, de risque de se faire attaquer là-dessus, sur ce sujet-là. Je ne sais pas si j'ai été claire. Anne, si j'ai répondu un peu. Il y a un commentaire sur le côté. Alors, je vais le lire. Pour notre territoire Bourges Plus, on parle de considérations sociales compris. Dedans, heures d'insertion et engagements sociaux. Les engagements ou thématiques sociales développées sont forcément en lien directement ou indirectement à l'objet du marché. Pas de pénalité en dehors des heures d'insertion. Alors, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Je te repasserai la parole après, Agnès. N'hésitez pas si vous avez des réactions aussi plus globales par rapport aux témoignages qui vous ont été présentés ou par rapport à la partie théorique présentée par Patricia en début de webinaire. Ce webinaire sur l'intégration des développement durable dans les prestations intellectuelles ne se fait pas comme une démarche one-shot. On a envie de continuer à vous accompagner sur la thématique. Donc, on a aussi besoin d'identifier vos besoins et vos attentes, comment nous, au sein de Réséco, on pourrait continuer à traiter et travailler sur ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à prendre la parole sur ces questions-là si vous le souhaitez. Et je te repasse la parole à Nice. Merci. C'était une dernière question pour Guillaume. J'ai remarqué dans le tableau qui a été présenté qu'il y avait un minima de 35 heures pour les marchés de services et travaux et 70 heures pour les prestations intellectuelles. C'est un choix qui a été fait, donc du coup, qui s'impose à tous les marchés, quels que soient les montants, j'imagine. C'est un palier que vous avez décidé et pour une raison particulière par rapport aux 35 heures? Il y a une raison particulière, effectivement, c'est que sur ce type de prestations qui ont, en principe, intéressent de la main-d'œuvre plutôt qualifiée, 35 heures, c'est une durée relativement trop courte, en fait, pour essayer d'avoir des parcours plus constructifs, plus pertinents pour le public cible. Et donc, ça a été si le calcul nous donne 70 heures ou moins, on va pas venir closer le marché. Voilà, c'est pour ça aussi que finalement, on n'a que 4 marchés qui sont concernés, puisqu'il faut un montant, une assiette de calcul suffisamment élevé pour qu'on arrive à au moins 70 heures. Voilà, dans tous les cas, ça arrondit à 60, par tranche de 35 supérieure. Donc voilà, c'est la raison. Voilà. Merci. Oui, Mickaël. Alors, votre micro est coupé, Mickaël. Le constat, on a tous le même, c'est qu'on a alors pas des difficultés, mais on a un peu de marché, entre guillemets, pour l'instant mis sur les prestations intellectuelles. On essaye de tous les développer. Et peut-être que, enfin moi je parle pour moi en tout cas, le besoin peut-être, je pense, c'est de savoir comment ajuster au mieux ces heures en fonction. Après, c'est les prestations intellectuelles, c'est large, hein, c'est vraiment très très large. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Je crois qu'on a répondu plus ou moins à toutes les questions du chat. N'hésitez pas à vous signaler si on en a oublié. Il y en a eu beaucoup. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, alors je vais repartager mon écran. On a sacralisé un petit temps. Bon, on avait prévu 5 minutes, finalement, il en reste 10, mais comme ça, on va finir un petit peu plus tôt.
à la fin du webinaire pour vous faire remplir un petit questionnaire pour identifier, comme je l'ai expliqué à l'oral, mais vos attentes sur la thématique des prestations intellectuelles, identifier aussi potentiellement quels adhérents pourraient être intéressés de participer à cette réflexion avec nous, et puis essayer d'identifier quelques retours d'expérience supplémentaires qui n'auraient pas témoigné aujourd'hui. Donc je vous invite à scanner le QR code, et sinon je vais tenter de vous mettre le lien dans le chat si je le retrouve. Mais voilà, c'est un petit questionnaire, normalement en 2-3 minutes il est rempli. Tu as le lien, super. Donc voilà, et puis si vous n'avez pas d'autres questions et que vous avez pu remplir ce petit form, je vais vous laisser partir soit en pause déjeuner, soit reprendre vos activités de la matinée. Peut-être un petit mot en complément, effectivement, on l'a vu, et c'est la force et le souhait de l'association, c'est de travailler en intelligence collective, en retour de bonnes pratiques. Sur les clauses sociales, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de thématiques sur la partie environnementale, un beau retour aussi d'expérience de brocéliande communauté. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos essais, même infructueux, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance pour pouvoir continuer à alimenter la communauté. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une belle journée, un bon appétit, au plaisir de vous retrouver. On vous enverra, comme déjà évoqué, le support de présentation, le lien vidéo, et on remettra également le lien vers le questionnaire Forms pour que vous puissiez continuer à l'alimenter.